Si tu me fais le plaisir d'être avec moi aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as très certainement un projet immobilier et que tu te poses des questions sur le niveau d'apport personnel dont tu vas avoir besoin pour pouvoir obtenir un crédit auprès d'une banque. Si tu interroges autour de toi les personnes qui ont obtenu un crédit récemment, donc tu vas entendre tout un tas de réponses très différentes, 0, 10%, 20% et même 30%. Donc c'est très très différent. Et la réalité, c'est que chaque cas est particulier. Non, ça ne dépend pas d'un établissement bancaire en particulier, mais ça dépend bien, en effet, des volontés des banques à te financer, toi et ce projet, en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Si tu veux réussir ton projet, il est essentiel que tu connaisses ces différences. Je te propose en quelques minutes de craquer le code des banquiers qui font qu'ils accordent ou non un apport personnel à 0% ou qu'ils exigent un montant plus élevé. Je me présente en quelques mots d'abord pour que tu saches qui je suis, mais c'est très très vite, hein. Simplement t'expliquer que je suis courtier en crédit immobilier depuis déjà un peu plus de 5 ans. J'ai un passé bancaire également, j'ai été responsable d'agence bancaire, j'ai fait, je fais beaucoup de métiers à l'intérieur de la banque et du coup j'ai cumulé un peu plus de 20 ans d'expérience dans le financement des projets immobiliers pour les particuliers. Ce qui me permet d'avoir quand même, je pense, de quoi répondre à ta question. Alors, concrètement, allons-y. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une banque va solliciter un apport personnel élevé? Bon, si elle le fait, c'est parce qu'elle pense qu'elle a un risque plus important et donc elle va te demander de t'engager plus pour qu'elle s'engage un peu moins. Mais alors, pour quelle raison? D'abord, pour couvrir les risques de perte de valeur, c'est-à-dire que souvent, tu as dû entendre parler des prêts à 110%, 100%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce 10% qui font la différence, c'est le financement de tous les frais annexes. Frais de courtage, frais de dossier de la banque, frais de garantie, frais de notaire, frais d'agence immobilière, enfin tous ces frais annexes qui sont en fait des non-valeurs par rapport au bien immobilier. La banque acceptera plus facilement de financer le prix de vente du bien parce qu'en cas de baisse des prix immobiliers, concrètement, elle part d'un peu moins haut et donc tout ce qui concerne les frais annexes, elle n'a pas à en supporter le risque. Attention à ce propos d'ailleurs, les banquiers sont souvent très soucieux de ton prix d'achat au mètre carré. Si tu achètes un bien dont le prix au mètre carré est plus élevé que la moyenne de ton secteur, il va falloir vraiment argumenter sur la qualité du bien parce qu'elles vont considérer que tu prends un risque, surtout dans une période de baisse des prix, tu prends un risque donc sur la valeur. Pardon, hein, je tutoie, je vous vois, je passe de l'un à l'autre, désolée. Alors, deuxième raison pour lesquelles les banques demandent un apport plus important, bien c'est quand en fait on doit réduire la durée totale du financement. Je m'explique. Pour certaines personnes qui arriveront à la date de fin de prêt à un âge qui fait qu'elles ne pourront plus être assurées par l'assurance emprunteur, ça pose un gros problème à la banque qui ne veut pas supporter de risque d'impayé en cas de gros problèmes de santé après la retraite, hein, concrètement. Donc pour faire diminuer la durée, il n'y a pas 36 solutions, on augmente le montant de la mensualité, mais quand c'est pas possible, à ce moment-là, il faudra augmenter l'apport personnel. Mais justement, l'autre raison qui peut justifier une banque de demander un apport personnel plus important, c'est de faire baisser le montant de la mensualité. Elles doivent encore respecter ces normes du HCSF, le Haut Conseil de la sécurité financière, qui fixe une limite à 35% d'endettement maximum, incluant tous les crédits
les loyers également, donc si tu es locataire de ta résidence principale, les charges de LOA par exemple sur un véhicule, enfin bref, donc tout ça ne doit pas dépasser 35%. Donc pour que le crédit immobilier, le nouveau prêt immobilier rentre dans ces critères, bah, parfois il est nécessaire d'augmenter le niveau d'apport et parfois au-delà des limites de 10, 20, 30%. Alors, autre chose qui peut présenter un risque pour la banque et justifier également donc qu'elle te demande un apport plus important, c'est si tu es sur un métier qu'elle considérera à risque élevé de chômage. Donc là, pareil, le risque sous-jacent, c'est la perte d'emploi égale impossibilité de rembourser mes échéances. Donc du coup, bah voilà, ok, donc on va diminuer le montant des échéances. Ou dans le même ordre d'idée, si tes revenus sont trop variables. C'est-à-dire si tu es commercial et qu'une grosse partie de ta rémunération est variable, bien, déjà la banque ne prendra pas en compte en général une trop forte variabilité de tes revenus, donc elle va faire des moyennes sur des durées longues, et pour compenser tout ça, bah, tu vas devoir du coup faire un apport personnel plus important. Autre chose, donc si le bien présente un risque, parce que ça peut être aussi le cas, donc quand on achète sur une zone à risque, hein, avec tous les phénomènes maintenant qui sont liés à la transition climatique, donc inondations, tempêtes, enfin que sais-je, donc voilà, tout ça peut sur certaines zones présenter un risque supplémentaire et du coup risque de perte de valeur. Donc qui dit risque de perte de valeur dit que bah, c'est toi qui vas devoir compenser l'écart par ton apport personnel. Et enfin, donc, lorsqu'il s'agit d'une résidence principale, bah, du coup, c'est tes seuls revenus qui vont pouvoir payer les mensualités de crédit et bah, l'apport personnel sera plus important que s'il s'agit du locatif. Du coup, on arrive maintenant donc à la deuxième partie, c'est OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une banque va accepter un apport personnel moins conséquent? Eh bien, en tout premier lieu, justement, lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif. Parce que là, pour le coup, c'est plus tes revenus, mais ce sont ceux d'un locataire. En fait, ce sont tes revenus locatifs qui vont permettre de payer tout ou partie de la mensualité de la banque. Donc, on atténue le risque. Et d'ailleurs, très souvent, les banquiers vont demander ce qu'on appelle une garantie loyer impayé pour pouvoir diminuer ton apport personnel. Elle est sûre que là, même s'il t'arrive quoi que ce soit physiquement ou dans ton emploi, il y aura quand même une source de revenus. Tu pourras toujours mettre en location le bien que tu as acheté par leur intermédiaire. Comment faire également donc pour baisser le niveau de l'apport personnel? Bien, si c'est le contre-pied de ce qu'on a vu tout à l'heure, si le bien immobilier est de qualité, donc si on a par exemple un diagnostic DPE qui est à A, voilà, et pas F ou G, et qu'il n'y a pas de travaux importants à prévoir pour la rénovation. Donc là, ça peut effectivement aussi aider considérablement pour baisser l'apport personnel. Si la localisation est attractive, et qu'on a un fort potentiel d'évolution de la valeur du bien, et dans le même état d'esprit, donc si tu as acheté à un prix inférieur au prix moyen au mètre carré sur la zone, donc si tu as fait une super opportunité, là pareil, le risque du coup est diminué et ton apport personnel peut en conséquence diminuer également. Il est aussi possible de rassurer la banque avec son propre profil. C'est-à-dire que là, du coup, un dossier immobilier, enfin un dossier de demande de prêt immobilier se prépare longtemps à l'avance. Et donc, il faut rassurer la banque sur ton profil, c'est-à-dire montrer un comportement épargnant, avoir toujours une capacité d'épargne après paiement de tes charges actuelles, donc de type loyer qui viendrait être remplacé par un crédit. Voilà, il faut montrer que tu es en capacité de dégager de l'épargne. Et du coup, si ton ratio d'endettement sur le nouveau prêt n'est pas trop élevé, évidemment, tu pourras aussi diminuer ton apport personnel.
Dernière chose, si tu peux obtenir une caution personnelle importante, donc d'un de tes proches, qui présente toutes ces garanties qui peuvent rassurer la banque, en complément des garanties usuelles qu'elles prennent, donc de garantie hypothécaire ou caution mutuelle. Donc pourquoi pas là aussi diminuer l'apport personnel. D'ailleurs, si tu fais un achat à plusieurs que tu intègres dans ton projet, et forcément ça va rentrer aussi en ligne de compte sur la diminution de ton apport personnel, sur la capacité de remboursement, mais aussi sur la capacité d'épargne de chaque co-emprunteur. Et dernier point, bon, qu'on ne dit peut-être pas assez, mais il est évident que si tu sollicites un crédit immobilier alors que tu n'en as pas besoin, si tu peux autofinancer complètement cet achat, mais que tu préfères, et c'est une excellente idée, quand même faire un crédit, eh bien dans ce cas, évidemment, il n'y aura, enfin, ce sera très 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 facile de négocier le fait de ne pas avoir d'apport personnel, puisque de toute façon, à tout moment, tu peux rembourser le crédit par ton épargne, par tes liquidités. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé dans la préparation de ton projet, t'a aidé en tout cas à comprendre les raisons pour lesquelles les banquiers sont plus ou moins frileux sur le niveau d'apport personnel. Bah écoute, fais-en bon usage et puis à une prochaine fois. Ciao!